Bonsoir et merci de votre fidélité. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. À présent, les titres du journal. La Renaissance sportive de Berkane aspire à signer une belle prestation face aux Zamalek d'Égypte ce soir en finale allée de la Coupe de la CAF. Les protégés de Chabani n'ont qu'un objectif, honorer la réputation du club sur les plans national et continental. Salon international de l'édition et du livre, focus sur le pouvoir des diplômes dans la réussite sociale au Maroc à travers une étude sociologique proposée par Grazia Scarfo-Releb dans son livre « Être ingénieur au Maroc, diplôme et pouvoir ». Du 7e art en fin de cette édition, pour cela, direction Khouribga qui abrite la 24e édition du Festival africain du cinéma. Au programme, 13 longs métrages et 14 courts métrages en lice pour la compétition officielle et le Mali comme invité d'honneur. Avant le développement de ces titres, le rappel de cette audience royale mardi dernier. Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu au Palais Royal de Casablanca son Altesse Royale le Prince Turki Ben Mohamed Ben Fahd Ben Abdelaziz Al Saoud, ministre d'État saoudien, membre du Conseil des ministres émissaire de Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, souverain du Royaume d'Arabie Saoudite, porteur d'un message du serviteur des lieux saints de l'islam à son frère Sa Majesté le roi. L'audience que Sa Majesté le roi Mohamed VI a accordée à l'émissaire du souverain saoudien s'inscrit dans la tradition de concertation entre les deux pays au sujet des questions bilatérales et régionales. Au cours de cette audience, Sa Majesté le roi a réitéré sa grande fierté des liens de fraternité sincère et d'estime mutuelle liant les deux souverains et les deux familles royales, ainsi que des relations solides entre les deux pays basées sur la coopération constructive et la solidarité agissante. À Koumassi, au Ghana, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a représenté Sa Majesté le roi Mohamed VI ce dimanche aux festivités marquant le 25e anniversaire de l'intronisation de l'Ashantene Otumfu Ossetutu II, roi du royaume Ashanti. À Koumassi, M. Bourita a été reçu en audience par l'Ashantene et à qui il a retransmis les félicitations de Sa Majesté le roi à l'occasion de la célébration du jubilé d'argent ainsi que ses vœux de santé et de prospérité. M. Bourita a également pris part aux festivités de l'Adekese, un festival Ashanti riche en couleurs célébrant les 25 années du règne de l'Ashantene Otumfunu Ossetutu II en présence des rois traditionnels du Ghana et de dignitaires des pays voisins et amis. Comme chaque dimanche, le décryptage de l'actualité marquante de la semaine, c'est avec Mostafa Sahimi, professeur de droit et politologue. Mostafa Sahimi, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous commençons par le sommet africain sur les engrais et la santé des sols qui s'est tenu à Nairobi, au Kenya. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger y a représenté Sa Majesté le roi. Les travaux se sont achevés sur la nécessité d'augmenter donc l'utilisation des engrais en Afrique, insistant sur une approche favorisant donc la santé des sols et la résilience environnementale. Qu'apporte donc le Maroc dans ce domaine? Le Maroc qui a fait de l'agriculture, il faut le dire, un élément essentiel de sa coopération avec les pays africains. C'est une semaine diplomatique chargée, évidemment, vous l'avez signalé, avec ce sommet africain de Nairobi sur les engrais et la santé des sols. Dans ce dossier-là, le Maroc a des choses à dire et à proposer. Il y a d'abord la référence, évidemment, à la politique africaine de Sa Majesté le roi, qui est une politique priorisant la sécurité alimentaire. Et il y a aussi, dans ce même registre, une vision royale qui est nationale, on le sait, au-dedans, et continentale en Afrique, avec un certain nombre d'instruments de proposition. Lesquels c'est d'abord la place importante que joue le groupe OCP dans le déploiement de cette politique sectorielle relative donc aux engrais, à la valorisation des sols.
Le groupe OCP s'impose au niveau mondial, vous le savez, mais au niveau africain, il est en première ligne avec 12 représentations dans le continent et 8 projets industriels, 3 plateformes de stockage et de mélange et 46 projets de développement. Donc vous voyez que c'est énorme. Ce groupe assure 20% de la production africaine d'engrais. Et le Maroc se distingue par une offre, je dis bien une offre de 180 000 tonnes d'engrais, des éléments nutritifs, et la vente de 370 000 autres tonnes à des prix réduits. Donc le Maroc, sur ce plan-là, je l'ai dit, a des choses à dire. Il a évidemment les engrais, aux conditions que j'ai énumérées, mais aussi un savoir-faire agricole. Et le Maroc, lors de ce sommet, est allé plus loin en anticipant, en faisant des propositions qui sont au nombre de 4. Première proposition, la création d'un consortium africain pour l'innovation. Deuxième proposition, un programme de formation et de certification des sols. Il faut connaître les sols, donc c'est scientifique, c'est pointu. Troisième projet, le financement des infrastructures agricoles vertes. Et quatrième proposition, un observatoire des données analyses donc sociales pour le suivi. Vous rappelez que le Maroc déjà s'était distingué lors de la COP 22 par la proposition, ce qu'on appelait les 3A. Vous vous en souvenez, c'est adaptation de l'agriculture à l'Afrique et notamment pour ce qui est changement climatique. Et c'était aussi distingué par la formule des 3S en 2016 avec le Sénégal, c'est-à-dire la soutenabilité, la stabilité et la sécurité. Direction à présent les États-Unis, plus précisément Dallas, qui a abrité le 16e sommet d'affaires États-Unis-Afrique, avec la participation du Maroc, l'occasion de mettre en avant les atouts du Maroc en tant que hub stratégique pour l'investissement en Afrique. Quel bilan faites-vous du rôle du Royaume jusqu'ici dans la promotion des investissements d'un continent, il faut le dire, en croissance ? C'est une stratégie qui a été définie par l'administration Biden et qui s'est concrétisée en direction du continent par un sommet États-Unis-Afrique en décembre 2022, avec de grandes ambitions, l'investissement de 55 milliards de dollars sur 3 ans. Aujourd'hui, il y a 40% qui a été investi, c'est en 2023, et il est prévu que ce seuil monte à 70% pour la deuxième année. Donc c'est quelque chose qui est en marche. Alors, le Maroc, évidemment, il faut en parler. Il a été présent lors de ce sommet et il a fait valoir un certain nombre d'atouts. Lesquels? Que c'est un partenaire de choix, que c'est un interlocuteur crédible et que c'est un acteur de confiance. Et le Maroc défend un partenariat inclusif, efficient, avec tout ce qui est fait pour prendre compte de la dynamique nouvelle qu'il y a en Afrique. L'Afrique est un moteur de croissance mondiale, faut-il le rappeler. Le Maroc aussi a un rôle pivot dans ce domaine avec la façade atlantique, l'initiative royale de l'aménagement, de la valorisation de l'espace atlantique pour qu'il soit un espace de prospérité partagée. Puis aussi ceci, les immenses opportunités d'investissement du Royaume dans des secteurs de pointe. Ça a été mis en valeur donc à Dallas, notamment la mobilité électrique, les énergies renouvelables et décarbonées, l'aéronautique, l'agroalimentaire. Enfin, un dernier point, le bilatéral Maroc-États-Unis. Il faut rappeler qu'un accord de libre-échange a été signé entre Washington et Rabat le 15 juin 2004. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2006 et les résultats sont exceptionnels puisque les échanges aujourd'hui sont de 5 milliards de dollars, 3,6 milliards pour ce qui est des exportations américaines vers le Maroc et 1,4 milliard de dollars pour ce qui est des exportations marocaines. Donc il faut ajouter qu'outre Dallas, il y a un roadshow qui est fait par la délégation ministérielle présente, notamment dans des villes comme Austin, San Francisco et Seattle. Donc une grande occasion de mettre en relief les potentialités, les opportunités d'investissement au Maroc. Et justement, Mostafa Sahimi, San Francisco, nous y allons, cœur de l'innovation technologique, où la ministre déléguée chargée de la transition numérique et de la réforme de l'administration, Rita Mzour, a tenu plusieurs rencontres avec des dirigeants d'entreprises internationales actives dans
dans l'investissement dans les startups, les technologies de l'information et l'intelligence artificielle. Alors qu'apporte cette visite en termes de coopération avec les acteurs majeurs du secteur technologique et le Maroc en tant que pôle attractif pour les investissements étrangers et de vivier de compétences dans le domaine des solutions numériques? Le Maroc, vous le savez, manifeste beaucoup d'intérêt et même une priorité pour ce qu'on appelle la transformation numérique, aussi bien de l'économie, du système éducatif, de l'appareil productif, etc. Et c'est pas étonnant que ce soit San Francisco, siège de la Silicon Valley, vous le savez, et donc évidemment le cœur de l'innovation technologique, comme vous l'avez dit. Il y a eu une réunion de notre ministre dédié avec plusieurs fonds d'investissement. Le premier fonds, c'est le fonds Mubadala, qui est un fonds émirati, un fonds important de taille mondiale. Il a des actifs de 276 milliards de dollars. C'est 2 fois le PIB du Maroc. Donc c'est extrêmement important. Et il est installé dans une cinquantaine de pays. Sur ce plan-là, les domaines couverts par ce déplacement de notre délégation officielle, c'est tout ce qui touche l'innovation, la numérisation, l'entrepreneuriat et les opportunités d'investissement ou dans les domaines des startups, la technologie de l'information, l'intelligence artificielle, tout ça parce que le Maroc est un hub stratégique d'investissement en Afrique. D'autres contacts ont eu lieu également avec une multinationale Zepline qui est spécialisée dans la robotique, l'intelligence artificielle, la logistique automatique, et également une autre société, la société Maui, DNA Technologies, qui elle est spécialisée dans le système de collecte et d'échantillons biologiques et qui a d'ailleurs une usine au Maroc, il faut le relever, et aussi le groupe Oracle, spécialisé dans la recherche et le développement, et un accord a été signé par notre ministre précisément à ce sujet. Donc une semaine diplomatique, je résume, chargée, couvrant de larges attitudes où le Maroc est là présent avec des propositions et des plans d'investissement. Mostafa Sahimi, merci de nous avoir décrypté un petit peu l'actualité de la semaine. Vous êtes professeur de droit et politologue. Merci. Merci à vous. Un dimanche de sport avec d'abord à la une la Renaissance sportive de Berkane qui reçoit ce soir à 20h les Égyptiens du Zamalek en finale allée de la Coupe de la Confédération dans un remake tant attendu de l'édition 2019 couronné par le sacre des Kérotes au tir au but. Les retrouvailles entre la Renaissance sportive de Berkane et le Zamalek donneront à voir une opposition entre deux clubs diamétralement opposés à plusieurs niveaux. On est devant la force tranquille que représente la Renaissance sportive de Berkane qui s'est construit l'image d'un club organisé, bien structuré et ambitieux. En 6 ans, la Renaissance sportive de Berkane a remporté 3 Coupes du Trône et une Super Coupe d'Afrique, outre les 2 trophées en Coupe de la Confédération. Et nous souhaitons bonne chance aux Berkanis, et ce soir à 20h. On enchaîne donc avec du tennis. Le Maroc sacré champion d'Afrique de tennis par équipe dans la catégorie des moins de 14 ans, garçons et filles, au terme de la compétition organisée du 6 au 11 mai courant en Tunisie. Grâce à ce sacre, le Maroc a composté son billet pour la Coupe du Monde de tennis qui se tiendra en République tchèque en août prochain. Cette réalisation vient enrichir le palmarès du Maroc dans cette discipline où le Royaume a été sacré champion dans plusieurs catégories d'âge au niveau africain, ce qui lui a valu le trophée de la meilleure nation en Afrique de tennis en l'année 2024 pour la 6e année consécutive. Cap sur Saïdia pour la clôture de la 11e édition de l'Oriental Legend, une initiative lancée par la légende justement du rugby Abdelatif Ben Aziz, ce tournoi de golf auquel ont participé des célébrités du monde du sport et des médias, a pour objectif de venir en aide aux populations reculées en leur permettant d'avoir accès au sport, le sport qui incarne les valeurs de solidarité et du partage. Écoutez ces ressentis recueillis sur place par Rachid Latebi. Quand je vois les expressions un peu des joueurs internationaux qui sont venus, qui découvrent un peu la station, quand je vois
la joie des jeunes de l'académie ou des enfants qu'on aimerait aider et qu'on aide et qu'on aimerait aider aussi dans l'avenir pour qu'ils puissent être des futurs champions, Inch'Allah. Et quand je vois l'organisation et puis la beauté le temps, tout, alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Nous, on a fini une étape, on commence la deuxième étape qui est l'essence un petit peu de l'Oriental Legends. Ça veut dire ce projet humanitaire qu'on va inaugurer demain à Oujda, le centre Safa pour les handicapés mentaux. Donc on aura fait un terrain de sport qui a été un peu, je dirais, la contribution un petit peu de des ressources un petit peu qu'on a eu de ce Oriental Legends. Donc cet argent, on les a investis là-bas pour ces jeunes, pour ces 120 jeunes enfants. Je pense qu'effectivement, l'éducation par le sport est quelque chose de très important. Moi, je l'ai bien remarqué, et notamment en venant dès le début des éditions du golf ici, de l'événement d'Abdelatif. On a vu une évolution sur les enfants. Au début, ils étaient craintifs, ils n'osaient pas venir nous voir. Et puis, le fait de faire du sport, de leur donner accès à des infrastructures, à côtoyer d'autres personnes, on les voit s'épanouir, grandir, être plus sûrs d'eux. C'est un soutien magnifique pour tous ces gamins. Puis bon, en second lieu, ça nous permet de nous retrouver, de nous côtoyer avec beaucoup de personnalités différentes, de différents sports, d'échanger. Mais avant tout, pour l'association, voilà, c'est super de pouvoir répondre présent. En ce moment, c'est les enfants, les caddies qui sont là pour nous aider à porter nos sacs. Puis ils découvrent aussi ce que c'est un peu plus le golf, du haut niveau, de voir les joueuses comme moi en tant que pro. Ils me posent pas mal de questions et puis ils sont ravis d'être là. Et puis ils apprennent surtout les étiquettes du golf, des conseils techniques, mentales. Non, c'est super. Et en plus, ils sont vraiment très gentils. C'est une discipline qui trace son sillon chez la junte féminine au Maroc. Les sports de glisse, les initiatives se multiplient pour encourager cette pratique sportive. Ride avec elle en est un événement. L'événement a eu lieu hier à Casablanca, organisé par l'association Roll School. Au programme des sports extrêmes comme le skateboard, le roller ou encore le longboard. Écoutez ses propos au micro de Amine Hennaoui. Cela fait longtemps que je pratique les sports de glisse. J'ai gagné plusieurs compétitions, mais c'est la première fois que je participe à une compétition 100% féminine. Je fais du skateboard, du roll et du longboard. C'est vraiment stimulant. Il y a beaucoup d'émulation entre les participants. Autre rendez-vous fédérateur, le Salon international du livre et de l'édition qui reprend ses quartiers à Rabat. Depuis jeudi, les nouvelles parutions comme les signatures s'enchaînent. Coup de projecteur ce soir sur le nouveau livre de la sociologue Grazia Scarfo-Rleb, Être ingénieur au Maroc, diplôme et pouvoir. Une étude sociologique qui propose d'analyser dans quelle mesure ces diplômes ont permis d'accéder à des postes de pouvoir et ainsi pénétrer l'élite dirigeante. Ferdaous Lahrache, Maria Aoued. Professeur et sociologue, Grazia Scarfo-Rleb se mue désormais en écrivain et se prête avec aisance à l'exercice de la dédicace. Forte de son expertise sociale et sociétale, la voilà qui analyse dans son ouvrage « L'égalité des chances » ou comment le diplôme d'ingénieur, sorte de reconnaissance sacralisée, influe-t-il le futur des jeunes diplômés et l'élite de demain. Cet ouvrage que je présente ici, dont je suis très contente de le faire parce que c'est l'aboutissement d'une très longue recherche sociologique qui partait d'une question. Est-ce que l'école, et notamment les diplômes de l'enseignement supérieur, peuvent déclencher un processus de mobilité socio-professionnelle importante jusqu'à arriver aux élites dirigeantes du Maroc? Une fois le Graal obtenu, sommes-nous tous égaux face à l'employeur? Telle est la réflexion de l'écrivaine qui défend le principe d'égalité dans le travail, mais aussi la non-discrimination à l'embauche. Une réflexion appuyée par des dizaines de témoignages et des centaines d'entretiens. Est-ce que des jeunes issus des milieux les plus fragiles peuvent, grâce au diplôme, arriver à ceci, à vraiment construire un bon parcours professionnel et arriver jusqu'au pôle du pouvoir? Fervente défenseuse de la méritocratie, Grazia Scarfo-Rleb ose bousculer les codes et discuter les stéréotypes liés aux embauches. Un ouvrage nuancé, destiné à toutes celles et ceux qui souhaitent découvrir les secrets de la réussite sociale.
Également au programme du ciel, la présentation du livre « La marche verte, l'épopée » de notre consultant Mostafa Shimi, une présentation à l'ouverture du Salon international de l'édition et du livre, un ouvrage collectif présenté ce vendredi à ce salon. Une page de cinéma avec un des festivals les plus en vue du 7e art, le Festival international du cinéma africain de Khribga, qui souffle sa 24e bougie cette année. 13 longs métrages et 14 courts métrages sont en lice pour la compétition officielle et le Mali comme invité d'honneur à l'ouverture hier soir. Un hommage appuyé a été rendu au célèbre comédien marocain Mohamed El Khelfi. Omar Jleidi, Dominique Orlando. Après le FESPACO de Ouagadougou et le Festival de Carthage en Tunisie, Khribga est désormais l'une des plus anciennes manifestations culturelles consacrées aux cinématographies venues d'Afrique. 14 longs métrages cette année sont en lice dans le cadre de la compétition officielle, ce qui signifie des équipes nombreuses venues chacune soutenir leur propre film. Je suis venue en tant que distributrice d'un film qui est en compétition dans la catégorie long métrage fiction. C'est Le Mouton de Sada et c'est joli. Je viens à Khribga tous les ans, donc je suis chez moi, je me sens chez moi et je viens à la rencontre du continent à travers des films qui viennent de toutes les régions de l'Afrique qui sont projetés pendant une semaine avec des cinéastes, des comédiens, des comédiennes qui viennent de toutes les régions de l'Afrique. Le chant des oubliés, l'argile, le galop, autant de titres de films parmi d'autres qui devraient éveiller grande la curiosité d'un public toujours très fidèle ici à Khribga. Ce qui caractérise cette édition, c'est l'aspect pédagogique, car la formation des jeunes est essentielle, notamment les enfants. Comme en témoigne la programmation du festival, c'est très important pour le cinéma. La cérémonie d'ouverture a été marquée hier soir par un hommage très émouvant rendu au comédien marocain Mohamed El Khelfi. Cérémonie qui, comme de coutume, aura permis d'installer dans leur nouveau rôle de membres du jury les personnalités qui devront se prononcer sur la qualité et des courts et des longs métrages tout au long de cette semaine. Voilà, c'est avec la page consacrée au 7e art que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent début de semaine. Rendez-vous demain.